Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Archiviste Jedi, l'émission qui se passionne pour la littérature Star Wars. Une émission animée par les Faucons Millennials en partenariat avec le premier site d'actualité et de référence Star Wars francophone, j'ai nommé StarWarsUniverse.com. Je suis Lane Angsu, archiviste et expert de l'univers étendu Star Wars, accompagné aujourd'hui par mon expatrié préféré, Grushkov. Bonjour, je suis là et je suis ton préféré. Je connais pas beaucoup d'expatriés, faut dire. Voilà, c'est ça, j'allais dire. T'en connais combien? 2, 3? Là, j'en ai 3 qui me viennent en tête. Et je suis le préféré, voilà, j'ai gagné. Exactement. Aujourd'hui, nous avons voulu revenir donc sur l'année écoulée, l'année 2025, avec le top et le flop des livres Star Wars que nous avons chacun lus de notre côté. Alors, ça sera un peu en vrac, puisqu'on va vous parler à la fois des romans, des comics, des livres audio, des audiodramas, que ce soit en anglais ou, quand c'est le cas, s'ils sont sortis en français. Mm-hmm. Comme toujours, vous pouvez retrouver en partie le script de ce podcast sur Star Wars Universe, et puis que ce soit là-bas, sur les réseaux sociaux de Star Wars Universe, sur ceux de Faucon Millennial, n'hésitez pas à nous dire votre propre classement de vos lectures de l'année 2025. Cela étant dit, Grushkov, je te propose de lancer le jingle. Chut. Archiviste Jedi, l'émission de Faucon Millennial et Star Wars Universe. Petit disclaimer, bien sûr, ce classement est totalement partial, reflète uniquement nos goûts personnels et je ne doute pas que votre classement sur vos lectures Star Wars de l'année 2025 sera radicalement différent de celui qu'on vous proposera aujourd'hui. Sans plus attendre, voyons voir les titres qui sont sortis du lot cette année, en bien ou en mal. Évidemment, moi je préfère qu'on me dise les mauvaises choses d'abord. Donc, Tu préfères qu'on te dise les mauvaises choses d'abord? Oui. Commençons par les pires. Comme ça on finit sur une bonne note. Ok, et commençons par les flops. Catégorie aussi appelée « J'ai un mauvais pressentiment ». Habile. Ton flop 5, le numéro 5 du coup de ton flop, c'est un peu un mélange de choses dont on a déjà parlé dans un autre épisode concernant les audiodramas, Marvel et la Haute République. Tout à fait. Alors bon, je pense que pour celui-là, on va être tous les deux d'accord. On en a déjà longuement parlé dans l'épisode précédent d'Archiviste Jedi. C'était l'échec de l'audiodrama de la phase 3, Brise Tempête, puisque ça y est, il est sorti en France sous forme de script, pas sous forme audio. Donc l'échec de cet audiodrama, puisqu'on rappelle que cet audiodrama est tout simplement la suite d'un comics et que la suite de l'audiodrama est de nouveau un comics. Donc c'est vraiment un jonglage un peu particulier entre les médias pour avoir l'histoire complète de Lournadi, cette Twi'lek ni tout à fait méchante ni tout à fait gentille de la Haute République. Mais voilà, on en avait parlé de manière beaucoup plus détaillée dans un épisode qui était dédié. Donc moi, j'invite les personnes qui sont intéressées à en savoir plus d'aller à la fois sur l'article que tu avais fait dessus et l'épisode qu'on avait fait ensemble aussi. Je valide. Et dans ce cas-là, un livre que moi j'ai pas lu, mais qui avait l'air intéressant sur le papier, malgré les circonstances, on va dire. Mais il se retrouve au numéro 4 de ton flop de l'année. Alors, que ce soit intéressant sur le papier, je ne suis pas sûr. En tout cas, je pourrais te le conseiller si jamais tu fais une insomnie un soir. N'hésite pas à lire Crystal Crown, ce deuxième roman en lien avec la série The Acolyte, puisqu'il se passe quelques années, quelques mois avant la série, où on va suivre les deux... Non, j'allais dire les deux Padawan, mais justement, un des deux n'est plus un Padawan. Yord, donc qui est dans la série The Acolyte, et la Padawan Jeki, la Padawan de Maître Sol. Donc c'est un roman où Yord est encore Padawan, Jeki bien sûr l'est aussi, et on va suivre un peu ces deux Padawan alors qu'ils vont participer à, disons, une épreuve qui est
très profondément inspiré par Hunger Games. Et donc là où je vais être un peu en désaccord sur le fait que sur le papier ça avait l'air intéressant, c'est que sur le papier on nous promet du Hunger Games mais sans la violence et sans un gouvernement fasciste. Donc je pense que sans les principales raisons de lire, regarder Hunger Games, on obtient une œuvre qui est finalement assez ennuyeuse. Alors, je tiens à préciser, quand je disais ça aurait pu être intéressant, je voulais dire avoir plus de Jackie et Yord. Ah. Ça, c'était le truc qui aurait pu être intéressant. Eh ben, je vais être d'accord parce que c'est ce que j'ai apprécié dans le bouquin. La relation entre les deux est très intéressante. Jackie est très intéressante. Yord, il est ennuyeux. C'est Yord. Oui, voilà, comme une planche à pain, quoi. Il a pas de charisme. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a d'un côté une Jackie qui doute beaucoup et qui n'évolue pas en tant que chevalière Jedi, et on a Yord qui est très sûr de lui, qui est très pompeux et qui lui va évoluer. Et je trouve que ça reflète assez bien ce qu'est en train de devenir l'ordre Jedi à cette époque, en pensant à la prélogie qui est en train de poindre le bout de son nez et qui est au bout du chemin de cette période. Mm-hmm. Donc tu vois, tu m'auras fait dire du bien de ce livre. Ça fait quand même partie de ton flop. Tu vois. Mais pardon. Ouais, je trouve juste toujours ça dommage quand on a un livre où la relation entre les personnages, la psychologie des personnages est plus intéressante que l'histoire du livre. Et moi, ça m'a toujours rendu triste de me dire, bon, heureusement, il y a les personnages qui sauvent le livre, parce que si on devait le lire uniquement pour son histoire, il n'y aurait aucun intérêt. Ça, c'est une question de point de vue. Il y a beaucoup de monde qui lit les livres juste pour les relations entre les personnages et tout ça, et dont l'histoire est un prétexte. Le problème, là, c'est que ça aurait pu être intéressant si on fait un truc un peu avec un gouvernement fasciste et tout, sauf que, voilà, c'est pas dedans. Oui. Donc, je pense que c'est sûr que c'est pas... Des gens y trouveront sans doute leur compte pour le côté psychologie des personnages et évolution de l'ordre Jedi, mais ça représente pas l'entièreté du livre, et les gros 2/3 du milieu sont juste un enchaînement d'épreuves sans véritable enjeu, puisqu'ils n'ont pas le droit à la violence. Je dois le dire que c'est... tu les vois combattre limite avec des sabres en mousse parce qu'ils n'ont pas le droit de se blesser, quoi. Tu vois. Oh, l'idée est excellente. Les sabres en mousse. Les sabres sont pas en mousse, mais les Jedi, les Padawan, Jackie et Yord, n'ont pas le droit d'utiliser la force pendant ce tournoi parce que ça serait désavantageux vis-à-vis des autres compétiteurs. Ok. Ok. D'accord. Tu fais ce que tu veux de ces informations. Moi, voilà, je te le mets en 4e position des flops. Alors, c'était pas le pire livre de l'année, il nous en reste encore 3. mais je me suis ennuyé dans ce bouquin. Et du coup, en 3e position de ce flop, justement, il y en a un où peut-être que... Est-ce que le livre est vraiment mauvais, ou est-ce qu'il est juste passé... Enfin, tu es passé à côté de ce style un peu de livre, parce que j'ai entendu pas mal de choses sur Master of Evil, qui était présenté un peu comme un livre sur Vador, qui au final est plus un peu... C'est un livre qui est sur Vador, un peu de la manière dont Dracula, par exemple, est sur Dracula, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'autres personnages, et il y a cette espèce de monstre qui est Vador. Mais je te laisse toi en parler. Ouais, c'est pas la première fois qu'un livre de ce genre ne m'attire pas, et la fois précédente que c'est arrivé, je suis une des rares personnes qui n'a pas apprécié le roman alors que tout le monde l'encense. Je parle du roman Kenobi. Moi, c'est un livre qui ne m'a pas du tout attiré. Quand j'ai fini le livre, je l'ai de nouveau lu, enfin pas vraiment lu, je l'ai feuilleté pour compter le nombre de pages où il y avait Kenobi dans le livre. Et j'étais arrivé sur un petit 5e, un petit 6e du livre où il y avait Kenobi.
Et moi, j'en ai un peu assez des livres où il y a un personnage sur la couverture, voire dans le titre du livre, et quand ce personnage est absent du livre. Dans Master of Evil, Vador n'est pas dans le livre. Voilà, je vais le dire. Je crois que j'ai fait le calcul. Est-ce que j'ai fait le calcul dans la critique ou pas? Je ne sais plus, mais Vador n'est pas présent dans ce livre. On le voit, il y a un seul chapitre qui est de son point de vue, je crois, au tout début, et ensuite on a l'ensemble du livre qui va être du point de vue de ce héros étrangement intéressant. C'est un garde royal, un garde impérial, mais dès le début du livre, on nous dit qu'il a une maladie qui va causer sa mort très incessamment sous peu, et on passe tout le livre à le suivre, alors qu'il fait, en tout cas au début, des plans d'avenir. Et bon, ok, le déni, ça existe, j'accepte, mais en tant que lecteur omniscient, bah, ça enlève tous les enjeux du livre. Lui, il peut imaginer qu'il va s'en sortir. Nous, on sait très bien que ça ne sera pas le cas. Et je trouve que ça enlève tous les enjeux. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai lu le livre en pilotage automatique, uniquement pour, même pas pour comprendre, pour lire la fin, puisque bah, à la fin, il meurt. Voilà. Point. Et donc, en fait, Spoiler. tout ce qui va... Ouais. Tout ce qu'il va vivre dans le livre, ou les révélations qu'il va avoir sur lui-même, ou sur Vador, bah, ça sert à rien à la fin, puisqu'il est mort. Donc, je pense que... Non, mais je pense que certains y trouveront leur compte. Moi, juste, je n'ai pas compris le livre. Enfin, j'ai pas compris pourquoi le livre. Bah, il m'est passé au-dessus. Il m'est tout simplement passé au-dessus. C'est acceptable. C'est vraiment dommage parce que il y avait des bonnes pistes, il y a des bons liens avec la série de comics de Charles Soule sur Vador. La première. Exactement, la deuxième. La première, c'était Guylaine. La deuxième. Non, mais la première de lui. C'est vrai, je croyais qu'il en avait fait une deuxième, mais non, après il a fait Kylo Ren, Star Wars, Kira. Il a fait Poe Dameron et ensuite il a fait Vador, ouais. Qui est une série incroyable où il développe à fond les Inquisiteurs. Franchement, c'est pépite. Si vous l'avez pas lu, je vous la recommande. Plus, et ce roman, vous pouvez même vous pouvez même le caser. Enfin, vous voyez très bien entre quels épisodes de la série il vient se placer. Donc c'est une belle intégration dans. Ça, j'aime bien ça. Ouais, c'est vraiment top. Il y avait un peu le même phénomène avec. Rise of the Red Blade, le roman sur une inquisitrice. Ah bah oui, absolument. C'était cool à lire après parce que tu te souviens des scènes que tu revois d'un autre point de vue, basiquement. Très cool. Ouais. Ça c'est un livre qui est pas sorti l'année dernière, mais que j'ai lu l'année dernière et que perso je l'aurais mis dans mon top. J'ai beaucoup aimé. Oui. Il y a en plus un livre sur plusieurs années, moi j'aime toujours, je trouve ça intéressant. Ça permet une meilleure évolution du ou des personnages. Donc ouais, c'était une bonne expérience, Rise of the Red Blade, qui est sorti en France, je suppose qu'il s'appelle l'ascension de la lame rouge ou l'éveil de la lame rouge, je crois qu'il s'appelle, bref. Mais voilà, n'hésitez pas à le lire celui-là. En tout cas, je vous le recommande plus que Master of Evil. Et aussi, on vous recommande du coup le comic de Charles Soule. Fun fact, notre tout premier épisode de Faucon Millénial parlait de ce comic sur Vador parce qu'il y avait tout le truc de oh là là, ils ont confirmé que Palpatine était le père d'Anakin, alors que pas du tout. Et, du coup, c'était le sujet de notre tout premier épisode. Ça nous rajeunit pas. Non, c'est clair. Et il y a un dernier élément un peu bizarre sur le bouquin là que j'aimerais mentionner parce que j'ai pas compris. Le héros, il a un compagnon droïde. Bon, le droïde, je vais pas vous dire s'il survit ou pas. Je vais pas vous spoiler tout le bouquin. Mais ils ont trouvé un truc, on va dire. On va dire qu'ils ont trouvé un bouquin. C'est pas tout à fait un bouquin, mais ils ont trouvé un bouquin. Et ce bouquin-là parle de la galaxie. C'est un atlas galactique. Et donc, en fait, pendant tout Master of Evil, ils parlent de ce bouquin, de ce qu'ils lisent
dans ce bouquin, des planètes mentionnées dans ce bouquin, des mondes, des peuples qui vivent sur ces planètes mentionnées dans ce bouquin. Et il précise bien au début du bouquin, enfin de Master of Evil, pas le bouquin qu'ils sont en train de lire, que cet atlas est totalement bidon, que tous les mondes mentionnés dedans n'existent pas. Et donc eux ils s'amusent, ils se balancent des rêves que eux seuls ont, puisque c'est un atlas bidon, et ils se balancent ça pendant tout le bouquin, et j'ai pas compris à quoi ça servait. Pourquoi il y avait cet atlas galactique bidon dans Master of Evil? À un moment, je me suis dit, il va y avoir une révélation où ils vont découvrir un truc qui va aider à le soigner, par exemple, peut-être. Une plante bizarre mentionnée dans cet atlas bidon, mais ils découvrent que la plante, elle existe pour de vrai et ça va l'aider. Non, rien. J'ai passé, je sais plus combien de pages il fait le bouquin, à avoir des références entières de mondes de la galaxie Star Wars qui n'existent pas. Et j'ai pas compris. Ça, c'est pour les gens qui font Wikipédia. Ouais, bah ils vont avoir plein d'entrées sur des planètes bidons à faire. Voilà. Bref. Bon, voilà. Je voulais mentionner ça parce que ensuite, c'était un autre point qui m'avait perdu dans le bouquin. Je fais, mais qu'est-ce qu'il vient de faire avec ça? Bon, voilà. En numéro 2, alors c'est intéressant parce que j'aurais bien aimé en faire un épisode entier consacré à ça. Ça va être un peu un florilège parce que tu vas parler de plusieurs choses parce que elles sont toutes liées par une entité qui s'appelle Marvel. Oui, Marvel. Ouais, Marvel. Comme vous le savez probablement, il publie des comics Star Wars. Mais pas que. Bizarrement. Mais pas que. Mais je trouve qu'on a le même symptôme dans ce qu'ils font côté super-héros que dans ce qu'ils font chez Star Wars. C'est très intéressant à voir. Ouais. C'est-à-dire des séries de plus en plus courtes, donc avec de moins en moins de numéros, parce qu'il y a ce mythe. Alors je dis mythe, il y a sans doute une réalité, sinon il le ferait pas derrière. Il le ferait pas. Il y a ce mythe qui dit que quand on lance un numéro 1 d'une série, bah, ça se vend mieux qu'un numéro 150. Bon. J'accepte. Donc Marvel... Après, on verra. Voilà, on verra. Donc Marvel adore mettre fin à ses séries au bout de... Allez, entre 4 et une douzaine de numéros, pour la relancer au numéro 1. Donc même scénariste, souvent le même dessinateur, prolongement de l'histoire, mais on recommence au numéro 1. Donc ça arrive de plus en plus. Ils ont même essayé, je crois que c'est chez DC, eux, ils ont une numérotation un peu particulière, c'est que tu as le numéro en haut, donc par exemple le numéro 1 s'ils ont recommencé la série, et en bas, il y a la numérotation Legacy, donc héritage. Oui, c'est ça. Et donc c'est le numéro si jamais ils avaient jamais arrêté la série depuis le tout début. Donc il y a écrit 1 en haut, et en bas, il y a écrit 597. Voilà. Absolument, ouais. Ça pourrait être une manière de faire chez Marvel. Beaucoup mieux. Oui. c'est con, mais c'est tellement mieux pour s'y retrouver, pour plein de choses. Et donc, ce symptôme marvelien touche Star Wars, où les séries longues terminées. Et donc, cette année, en 2025, toutes les séries avaient été... En fin 2024, c'était arrêté. Elles avaient toutes redémarré en 2025 et fin 2025, elles sont de nouveau toutes arrêtées. Et pour 2026, pour l'instant, on a très très peu d'annonces. On a une seule série qui est annoncée et une autre qui vient d'être mentionnée justement aujourd'hui, 2 février. Donc c'est très compliqué d'avoir des histoires sur la durée, d'avoir quelque chose de construit quand on donne aux scénaristes que 3, 4, 5, 6 numéros, 10 ou 12 pour les meilleurs. Et on l'a bien vu avec l'affaire de l'audiodrama qu'on mentionnait en 5e position de ce flop, où la série de la Haute République a été arrêtée au bout de seulement 10 numéros, là où la série précédente en avait eu 15. Et étrangement, Marvel c'est énorme en vrai, hein, oui. en termes de... Oui, c'est pas énorme, 15. Et étrangement, Marvel a ensuite dit, après avoir terminé la série au numéro 10, on va vous en relancer une de 5 numéros. Donc finalement, 10 plus 5, on les a eu les 15 numéros. Sauf qu'entre les deux, on a un audiodrama qui vient se caser.
Et du coup, quels sont tes exemples de cette année, par exemple Ça va être très simple, je vais tous les citer, sauf une. Et parce que petit spoil, on en reparlera dans les tops. Il fallait bien qu'il y ait une Marvel dans les tops. Ils ont réussi au moins à en mettre une. Après, est-ce que c'est pas malgré eux? Des fois, tu te demandes. C'est bien possible. Je pense qu'ils ont été aussi surpris. Enfin, ils ont été plus surpris que nous que cette série ait marché, comparé aux autres. Pourtant, on leur a mis tous les bâtons qu'on pouvait dans les roues et regardez. Ouais. Donc en premier, début de l'année, techniquement c'était à cheval sur l'année 2024 et 2025. Il y a eu la maxi-série Jakku, donc la bataille de Jakku. Sauf que pareil, au lieu de faire... oui, ok, celle-là. Ouais, au lieu de faire une série en 12 numéros, non, ils ont fait 3 séries de 4 numéros. 3 x 4, 12. Ouais. Donc cette maxi-série de Jakku, je préfère pas en parler, c'est fourre-tout. En même temps, c'est une période où il y a 3-4 jeux vidéo, il y a 3 romans, il y a déjà une série de comics. Donc en fait, cette série doit jongler avec toutes ces histoires, plus en rajouter une autre. C'est casse-gueule, ça fonctionne pas. C'est limite incohérent avec certains médias. Donc C'est vraiment dommage parce que je trouve que c'est assez intéressant dans l'idée de se dire il y a cette bataille qui est tellement grande et importante que on peut raconter des tonnes d'histoires dedans. Et du coup, ça pourrait être sympa, mais le problème, c'est que si tu veux tout connecter, tout ça, les créatifs, ils ont moins de liberté de faire ce qu'ils veulent dedans. T'as l'impression des fois qu'eux aussi, ils sont un peu forcés à faire des trucs là, et même si c'est pas forcément le truc le plus important ou intéressant à faire. Et c'est dommage. Encore un truc qui pourrait être intéressant sur le papier, mais qui jusque-là a pas vraiment. Il y a aucun média, je trouve, qui a réussi à vraiment utiliser la bataille de Jakku d'une manière qui est pleinement satisfaisante. Lost Stars, Étoile perdue. Ouais, mais tu vois, c'est une histoire et c'est une des premières qui a été racontée d'ailleurs pendant ce moment-là. C'est la première, ouais. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Non, c'est la première. Alors, bon, t'as le Empire's End, j'ai oublié le nom en français, la chute de l'Empire, peut-être. Aftermath. Ouais, le 3e top de la trilogie Aftermath. Ce qui est bien dans celui-là, c'est qu'on a le côté macro de la bataille de Jakku. On a le côté stratégie. Donc, j'allais dire tactique. Voilà, c'est ça, tactique. C'est très intéressant. Moi, j'adore la manière dont la Nouvelle République a gagné cette bataille. C'est passionnant à lire, mais t'as personne dans un chasseur, tu vois pas le côté un peu crade de cette bataille, parce qu'au sol, elle a été bien crade. On oublie souvent le côté terrestre de la bataille de Jakku. C'est... parce qu'il y a des trucs qui leur tombaient dessus. Oui, littéralement, ouais. Et ce qui aurait été sympa avec une série en 12 numéros, c'était de raconter sur 12 numéros la bataille de Jakku, parce qu'il y avait de quoi faire en 12 numéros. Sauf que sur les 12 numéros, tu dois en avoir 9, peut-être 10, qui se passent même pas pendant la bataille de Jakku, ils se passent pendant l'année qui précède la bataille de Jakku. Et ça, c'est classique, hein, franchement. Oui. C'est le problème aussi de couper comme ça, parce que les auteurs et tout, ils veulent mettre un peu de setup et tout ça, et du coup, comment tu le fais? Tu racontes des trucs qui se passent avant, ok, c'est logique. Ils pourraient se mettre directement en plein dans le truc, ils pourraient, mais c'est clairement pas l'approche qu'ils ont la plupart du temps. Mais après, ils se rendent compte, ils ont que 4 numéros pour le faire, et t'en passes 2, 3 qui est même pas au bon endroit, quoi. C'est ça. Surtout que, moi, je me souviens d'une époque quand Marvel a récupéré Star Wars, les mini-séries à cette époque-là, c'était pas 4 numéros, hein, c'était 5 ou 6. Aujourd'hui, une mini-série à 5 ou 6 numéros, ça n'existe plus. C'est une série, maintenant. Ouais. Oui, la nouvelle norme des mini-séries, c'est 4 aujourd'hui. C'est 4 numéros. Ouais. Et bon, pour finir rapidement sur Jakku, le scénariste Alex Segura a écrit un roman Star Wars sur Poe Dameron avec notamment les comment ça s'appelle, les passeurs d'épices de Kijimi, c'est ça? Et donc il nous a fait une Dave Filoni, c'est-à-dire qu'il s'est senti devoir ramener ses personnages
de son roman, enfin pas tout à fait les mêmes, puisque bon, il y a presque 30 ans d'écart entre les deux. C'est largement avant aussi. Voilà, mais bon, il y a quand même quelques noms qui sont les mêmes. Et on se retrouve avec la bataille de Jakku, mais avec les... C'est passeurs d'épices, c'est ça? Ouais, je suis un peu à leur nom en français. Les pirates de Kijimi, voilà. Ouais. Voilà, donc, les Zoribi. Oui, il y a sa mère, il y a la mère de Zoribis. Voilà. Les potes de... Oh merde, de Babou Frick. Voilà, c'est ça. Donc on se retrouve avec la bataille de Jakku, avec les pirates de Kijimi, et on se demande ce qu'ils sont venus faire là. Surtout que c'est intéressant parce que il y a pas longtemps, on a eu Star Wars Outlaws. Il y a beaucoup de trucs qui se passent sur Kijimi et t'entends absolument jamais parler des Spice Runners. Du coup, tu te dis la vache, en 2 ans, parce que ça se passe entre les épisodes 5 et 6, je crois, Outlaws, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur Kijimi entre-temps? Tout à fait. Alors, on va passer à la série Marvel suivante, parce qu'on n'a pas fini avec Marvel, il y a encore tout à dire. Oui, désolé, je te laisse. Ah non, mais là, c'est la partie où je vais te râler dessus. Vas-y. Je vais commencer par râler alors. Donc, la deuxième série Marvel qui a démarré en 2025, c'est donc la nouvelle série sur Kylo Ren, pardon. Étant donné qu'elle s'appelle L'héritage de Vador et qu'il y a Dark Vador sur la couverture, on pouvait se poser la question si elle était sur Vador ou sur Kylo Ren. Non, elle est bien sur Kylo Ren, puisque Kylo Ren, c'est toujours un gamin pleurnichard qui continue à pleurer dans les jupes de son je vais te défoncer de son grand-père mort. Et la première chose qu'il fait dans la série, c'est hurler sur Hux qui lui construise un trône. Je veux dire, il doit avoir un tel complexe d'infériorité pour demander qu'on lui construise un trône alors qu'il vient tout juste d'être autonommé Supreme Leader. La série commençait mal. Et les 4 premiers numéros, je dirais, c'était rough. Non, c'était très difficile, d'autant plus qu'après, il va faire mumu sur Tatooine, il va sur les traces de son grand-père. S'il veut, j'accepte. Et après, il va sur Naboo, et là, la série, elle a plongé. Elle a fait une chute libre, puisque tout ce qui se passe sur Naboo n'a aucun sens. Donc après avoir été allé sur les traces de son grand-père, il décide d'aller sur les traces de sa grand-mère. Donc Padmé, pourquoi pas? Sauf que il arrive sur Naboo, il se dit je vais détruire Naboo, mais en fait non, j'ai pas envie de la détruire. Donc je vais plutôt demander à ce que le premier ordre l'attaque, et puis moi je vais me faire passer pour un héros et je vais la sauver. Sauf qu'au bout d'un moment, il se dit j'ai quand même tous ces gros vaisseaux dans l'espace, je vais quand même m'amuser à tirer dessus, c'est dommage de les avoir fait venir pour pas s'en servir. Donc il veut bien redétruire Naboo, et puis en fait à la fin, au moment de tirer, il dit non, finalement vous arrêtez, vous tirez pas, j'ai plus envie, je m'en vais. Mais avant de partir quand même, histoire de faire classe, il décide de tuer tout le monde. Voilà. Donc, ça n'a aucun sens. C'est une girouette. Tu comprends que il a pas envie de les tuer avec un vaisseau, il préfère le faire plutôt avec son sabre laser parce que je sais pas, c'est plus personnel, il doit avoir une vision assez étrange des relations humaines, ce garçon. C'est une catastrophe. Ouais, voilà. C'est une catastrophe. Ce qui se passe sur Naboo, c'est monstrueux. Je précise que la série devient bien après. Ouais, faut vraiment tanker le premier tome. Les 2-3 premiers arcs. Voilà, le premier tome, faut se le farcir. Ça aurait pu être pas si mal, mais c'est assez... Ça va un peu trop vite, mais c'est aussi le problème des séries Marvel, je trouve, en général, même les comics, ça speedrun. Exactement. Mais absolument tout, et t'as pas le temps de te poser. Oui, toujours moins de numéros. Bah ouais. Non, là, une des rares séries Marvel que je suivais encore, c'était le nouveau Ultimate Spider-Man. Oui. Parce que j'ai pas encore commencé les Ultimates. Je sais qu'il paraît qu'ils sont fantastiques. J'arriverai après. Mais c'est tellement dommage parce que il pourrait prendre son temps et en même temps... Enfin, bref. Anyway. Ils se font couper l'herbe sous le pied constamment, les créatifs, et ça se sent. Oui. Ça se sent. Ça se sent vraiment. Et d'ailleurs, là, par rapport à la série Kylo Ren, je me demande si
il essaye pas un peu Charles Soule de faire des appels du pied en mode peut-être que mes histoires elles pourraient respirer un peu mieux si c'était après l'épisode 9. Ouais. Parce que justement il a ce côté girouette et tout, parce que il est l'histoire elle se passe entre les épisodes 8 et 9 et c'est le moment où il est le plus confus, le garçon, et c'est compliqué, je pense, d'écrire une histoire cohérente avec un personnage qui est en plein mental breakdown. Je vais te donner un élément que depuis qu'on a ces séries là sur Kylo Ren, je l'attendais déjà dans la première et dans toutes les autres où il apparaissait, que ce soit les Age of Resistance, il y a une série Allégeance, je crois aussi. Bref, dans toutes ces séries, j'attends une seule chose, c'est qu'à chaque fois, on a Kylo Ren qui voue un culte sans nom à son grand-père, à Vador. Je devrais même pas dire son grand-père, Vador, c'est pas son grand-père. C'est Anakin, son grand-père. Bref, il voue un culte sans nom à Vador, où il va explorer le passé de Vador dans cette série pour essayer d'en apprendre plus sur lui, pour essayer de comprendre d'où venait son pouvoir. Et moi, dans toutes ces séries, j'attends qu'une seule chose, c'est qu'il y ait le fantôme d'Anakin qui lui apparaisse, qui lui mette une gifle et qui lui dit maintenant tu vas arrêter tes conneries. Non mais moi un des trucs, alors là, c'est le truc que j'attends depuis le début, ça. Moi dans les films, pour moi un truc qui est complètement ouf, c'est Palpatine qui jette Ben à ce moment-là dans un trou sans fond. Et t'as ce gros bâtard d'Anakin qui vient et qui fait Ray, je suis là pour toi et tout. Genre, y a ton petit-fils qui ça fait des années qu'il a besoin de toi, qu'est-ce que tu branles? Et ouais, ce problème-là est vraiment étrange parce que, comme tu dis, il est un peu partout et ça pourrait être super intéressant à voir. Mais en parlant de Fantôme de Force, c'est vrai qu'il y en a un autre qui lui rend visite à un moment dans cette série et on ne vous en dira pas plus. Ouais. Parce qu'il y a d'autres séries qui étaient pas bien. Oui, on va enchaîner avec la nouvelle mini-série puisqu'elle a été annulée au bout de 5 numéros. Et celle-là, on sent qu'elle aurait dû durer plus que 5 numéros puisqu'on va parler de la nouvelle série Aphra. Bon, on va en parler très rapidement. La nouvelle série Aphra, c'est pas passionnant. Si ce n'est le dernier numéro où la série nous lâche une bombe sans nom. Et c'est le dernier numéro. Voilà, je vous dirai pas c'est quoi la bombe, mais la série termine sur pas vraiment un cliffhanger puisqu'elle elle exploite un peu ce nouveau, on va dire, statu quo. Mais on aimerait en savoir plus, on aimerait savoir comment tout ça c'est possible. Mais non, la série est terminée. Et on sait pas ce qui va se passer après avec Aphra. Non, il y a aucune annonce encore sur 2026. Pour l'instant, tout ce qu'on sait sur 2026, c'est qu'il y a une série préquelle à la nouvelle série d'animation sur Maul là, qui arrive cette année, qui sort à partir du mois de mars. Et Charles Soule a teasé que sa série Vador, là, qui a pris fin au 12e numéro, donc en seulement 2 tomes, aura une suite. Voilà. C'est tout ce qu'on sait. Celle dont on parlait tout à l'heure. La série, Vador, Kylo, pardon. Kylo, Vador. Attends, du coup, c'est laquelle? L'Ascension ou la... Ouais, l'Ascension. Non, pas l'Ascension. L'héritage de Vador. Ah, d'accord, celle dont on parlait juste avant. Celle dont on parlait juste avant. Ok. Voilà. Et tu vois, tu t'es fait avoir, toi-même, t'as fait la blague tout à l'heure. Et oui. Quel drôle de nom. Parce qu'en plus, c'est pas comme s'il vendait pas des trucs, Kylo Ren. Il continue de faire du contenu sur lui. C'est bien que ça se vend. Hein. Oui, mais pas besoin de mettre Marvel qui fait pas une série avec Vador dans le titre chaque année, il tombe en PLS. C'est vrai. Oulala. Voilà. Je te rappelle qu'il y a une époque, quand il y avait la série Dr. Aphra, première du nom, pas la deuxième, la première, Marvel essayait par tous les moyens possibles de mettre Vador sur la couverture. C'est vrai. Alors que... Et là, ils l'ont fait, encore. Ouais, alors que Aphra n'a qu'une idée, c'est de fuir Vador. Même sur la couverture, elle peut pas être tranquille. Bon, passons à la série Marvel suivante qui était aussi catastrophique.
Je crois que j'ai oublié le C'est titre. Han. Ouais, ça doit être Je me souviens même plus du nom. Ça doit être Hunt of the Falcon, je crois. C'est Han Solo qui veut retrouver le Faucon Millenium. Sauf que, bon, à la lecture, on sent qu'on est peut-être quelques semaines, quelques mois, allez, 1 an avant l'épisode 7, c'est difficile à dire. Sauf que c'est pratiquement Han qui s'arrête contre un mur et le Faucon Millenium est derrière le mur, tu vois. C'est pratiquement ça. C'est pas vrai, c'est pas ça, mais c'est pratiquement jamais. Non, c'est même pas ça, il dit, oh oui, ça vaut pas la peine et vas-y Chewie, retourne voir ta famille et peut-être que moi je devrais retourner voir la mienne et réparer les pots cassés. Alors oui, t'as raison, ça serait bien. Oui, oui. Sauf que de 1, on sait qu'il l'a jamais fait, donc c'est pour ça que je me dis qu'on est quelques semaines avant l'épisode 7. De 2, t'es aussi près du Faucon, et puis de 3, dedans, il va quand même se castagner avec Uncarplut, donc le mec qui possède le Faucon. Je le rappelle, c'est lui qui l'a. Sauf qu'on est juste avant l'épisode 7. Et dans l'épisode 7, quand Rey lui dit que le Faucon était sur Jakku, même pas, il se dit ah oui, c'est là qu'il y avait une Carplot, j'y suis allé et tout. Non. Ah oui, on aurait dû explorer davantage les confins, machin chose. Non, c'est incohérent. C'est incohérent. Le mec, il est à ça d'attraper le Faucon, il est à ça de buter Uncarplut. Et quand Rey lui dit qu'elle a trouvé le Faucon chez Uncarplut, même pas ça allume une ampoule dans sa tête. Non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout. Bon. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu des comics avec Han qui ont été bien, j'ai l'impression. Depuis une des séries Star Wars, la première. Et justement, on va parler de la nouvelle série Star Wars. Let's go. Transition. La dernière série Star Wars en date, donc pour rappel, on en a une entre les épisodes 4 et 5, une entre les épisodes 5 et 6, et donc maintenant on en a une après la bataille de Jakku. Ça aurait pu être bien. Le scénario était pas trop mal, un peu laborieux par moment, mais il y a quelques éléments intéressants. Ce qui est dommage, c'est que la série récupère le personnage de Valance, personnage de la série Bounty Hunter, normalement. Des Bounty Hunters. Donc là, il se retrouve dans une série où il doit partager l'affiche avec Han, Leia et Luke. Donc il a du mal à partager l'affiche. C'est un peu compliqué. Ouais. Mais le plus gros défaut de cette série, c'est qu'ils nous ont recyclé Phil Noto au dessin. Ouais. Donc Monsieur Statique, Monsieur Couleur dégueulasse, Monsieur Mes vaisseaux sont des cubes. Pour une série qui se passe quand même beaucoup dans l'espace, c'est dommage. Et au bout d'un moment, la série va changer de dessinateur avec un dessinateur qui est magnifique. Sauf que c'est dommage, l'annulation de la série avait déjà été annoncée au 10e numéro. Attends, comment ça ? Comment ça quoi ? C'est-à-dire qu'ils vont changer. Sur les 3-4 derniers numéros, il y a un nouveau dessinateur. Ouais, c'est chelou parce que genre Phil Noto, c'est beaucoup plus un dessinateur de genre d'affiches, tu vois, de covers. Oui, ou enfin la série toute mignonne, il y a quand même des morts là-dedans, mais sur Chewbacca qu'il avait fait, je trouvais que ça collait bien. Avec le côté peluche de Chewbacca, je trouvais ça intéressant. Il a un style vraiment spécifique, quoi. C'est ça. C'est le genre de truc où il est fait pour avoir des collaborations vraiment spécifiquement de un truc où les créatifs sont ensemble, le mettre sur une série longue en plus, techniquement, quand c'est pas annulé. Et je trouve ça très il nous avait déjà fait le cas avec la série Podamon. Hein. La série Podamon qui se passait beaucoup dans l'espace, un pilote de chasseur. C'était pareil, sauf que Phil Noto, il y a 2 choses qu'il sait pas faire en dessin, c'est la lumière, parce que sa colorisation pastel est tellement particulière que tu peux pas représenter la lumière. Donc bon, les sabres laser bleu pastel, voilà. C'est un style quoi, mais bon. Ouais, enfin vert pastel, pardon. On est en Luc post-épisode. Oui. Ça passe pas. Et la deuxième chose qu'il sait pas faire, c'est les mouvements. Représenter les mouvements, il sait pas faire. C'est très statique, Phil Noto. C'est une photographie à un instant T.
Donc c'est très compliqué. Et puis je parle pas de ces décors qui sont vides. Dès que quelqu'un arrive dans une pièce, dans la pièce, il n'y a aucun meuble, il n'y a aucun bibelot, il n'y a rien du tout. Quoi. Peut-être que c'est comme ça chez lui. C'est possible, c'est possible. Enfin, j'espère quand même qu'il a quelques pinceaux pour faire ses dessins. Il a des pastels. Voilà. Donc, changement de dessinateur qui est très bien. Malheureusement, il sera là que pendant 3-4 numéros. Et la série après. Voilà. Je crois que j'ai pas encore La lu le série a dernier. pris fin, mais ils vont relaunch ou pas? Parce Non, que rien d'annoncé, rien du tout. Ah, du coup, ils nous ont fait chier pendant des années à faire c'est entre les épisodes 4-5, c'est entre les épisodes 5-6. Et maintenant qu'on est enfin sur du territoire inconnu, C'est non. ça. Là où ils avaient 3 ans, là où ils avaient 3 ans de vide pour raconter des histoires, ils nous ont fait 75 numéros. Je rappelle, on a une série Star Wars de 75 numéros. C'est long. Ouais. Là où on avait un an de vide entre les épisodes 5 et 6, ils nous ont fait une série de 50 numéros. Donc, je répète, série Star Wars de 50 numéros. Et là où on arrive en post-épisode 6, où ils ont, dans les 30 ans de vide pour raconter une histoire, ils ont fait 10 numéros. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Je suis frustré, Lane. Je suis frustré. Oui. Alors que ils auraient pu d'abord faire toute une intrigue qui nous amène à The Mandalorian, puisque entre l'épisode 6 et Mandalorian, il y a 5 ans. 5-6 ans, ouais. Voilà. Ils auraient pu ensuite faire des histoires concomitantes à The Mandalorian. D'ici là, Filoni nous aurait raconté la suite avec ses séries et ses films, donc ils auraient pu rebondir dessus du côté du casting trilogie originale, mais non. On s'est tapé. En plus, voilà, moi je suis pas contre avoir le casting de la trilogie originale en post-épisode 6, et comics, c'est le meilleur endroit pour le faire, quoi. Plus que dans les séries avec des deepfakes dégueulasses et tout. Oui. Des séries animées, des comics, des livres, bien sûr, mais genre, si tu veux les voir. C'est trop frustrant parce que c'est enfin une période où je me disais, je vais enfin pouvoir lire la série principale Star Wars et non, c'est déjà foutu. Bah ouais. Heureusement, il y a des trucs très intéressants qui sont sortis aussi. Tu vas me parler d'un dernier sur Boba Fett, super intéressant et très utile. Alors, on est dans cette... heureusement, c'est le dernier titre Marvel, là, je vous promets, c'est terminé après ça. On est dans cette idée de titre, je sais pas qui a eu cette idée de merde, c'est pas grave, qui avait été inaugurée par une BD sur Wolverine. C'est des BD qu'ils appellent Black, White and Blood ou and Red. Donc le concept, c'est que les dessins sont en noir et blanc avec du rouge, là où c'est utile de mettre du rouge. Donc quand le premier sur Star Wars est sorti, c'était sur Vador, bien sûr. Il fallait bien sortir une BD Vador, ça devait être en 2023. Toujours. Voilà. Et donc, il jouait sur le rouge du sabre laser de Vador. Ça racontait rien. Voilà. Je précise, ces BD ne racontent absolument rien. L'intérêt qu'il peut y avoir là-dessus, c'est les propositions artistiques. Mais si tu veux avoir une proposition artistique intéressante en Black, White and Red ou and Blood, tu vas prendre un artiste très typé. Là, tu pourrais prendre un Phil Noto, par exemple. Tu vas prendre un artiste qui a une vraie patte. Tu vas pas prendre un artiste lambda de chez Marvel. Les 3/4 des histoires de ces trucs-là sont dessinés par des artistes lambda de chez Marvel. Donc, tu n'as pas le seul intérêt qu'il pourrait y avoir qui est représenté. Celui sur Vador, il y avait eu un numéro fait par Peach Momoko, qui est une artiste incroyable. Ah ouais, non, là magnifique, qui a raconté une histoire muette, dérangeante sur Vador. C'était génialissime. Parce que il y avait quelque chose à proposer du côté dessin. Là, aujourd'hui, on a uniquement des histoires aussitôt lues, aussitôt oubliées. Et bon, le premier sur Vador pouvait faire quelque chose. Le deuxième, il était sur Dark Maul, donc tu jouais sur le rouge de son visage. Pareil, il y avait de mémoire, il y a une seule des 4 histoires à l'intérieur que j'ai appréciée, qui était intéressante. Et là, on en a une sur Boba Fett. Alors du rouge sur Boba Fett, à part les flammes de son jetpack et les tirs de ses blasters, il y a rien à faire.
Donc il n'y a rien à raconter, il n'y a rien à proposer. Voilà. Alors en plus c'est triste, mais je regarde les noms des gens qui ont participé. Je vois ce que tu veux dire quand tu dis les artistes lambda. Ouais. C'est triste à dire. Parce que c'est pas moche, mais genre, oui, ok. C'est pas très intéressant, on va dire. Pour un truc qui devrait l'être, justement. Exactement. Qui devrait... Ça devrait pop. Heureusement, on n'a plus rien dont on doit parler maintenant. On n'a plus rien chez Marvel dont on doit parler. Il reste le top 1 de ce flop. Il reste le flop 1 et après il y a des tops. Voilà, il reste le flop 1. Ma pire lecture de cette année. Je sais pas si tu l'as lu, Rich. Non, je l'ai pas lu parce que justement j'ai entendu que des retours bof dessus. Okay. Bof au mieux. C'est très triste. Et donc on va parler, et ça m'attriste de le dire parce qu'il y a un travail éditorial de dingue qui a été fait en France dessus. On va parler de The Last Order, donc en français ça doit être Le Dernier Ordre, qui est un livre qui est sorti chez nous après seulement 2 mois après la sortie en anglais. Donc vraiment le travail qui a été fait par Pocket et les traductrices du livre est incroyable pour avoir sorti ce livre aussi proche de la sortie en anglais. Pourquoi le sortir aussi vite ? C'est parce que c'est un livre qui surfe sur les 10 ans de l'épisode 7. En 2025, ça faisait 10 ans que l'épisode 7 était sorti, et donc ce livre un peu anniversaire était sorti à ce moment-là, en octobre, et en France, il est sorti 2 mois après, en décembre. Malheureusement, ce livre, c'est un échec sur déjà ce pourquoi il nous a été vendu, et ensuite sur ce qu'il raconte. C'est un livre qui se passe à différentes époques. Il y a une époque présente, qui est après l'épisode 9. Donc vous comprenez tout l'intérêt de lire ce livre, c'est d'avoir enfin quelques petits éléments sur ce qui peut arriver dans la galaxie après l'épisode 9. Et le reste du livre, c'est des éléments du passé, en lien avec ce qui se passe dans le présent, du passé de Finn, donc quand il était apprenti Stormtrooper au sein du Premier Ordre, et du passé de Jana, donc cette ancienne Stormtrooper qu'on a rencontrée dans l'épisode 9. Donc pareil, son passé en tant que Stormtrooper. Ce livre est une grosse déception, puisque la partie dans le présent, elle, pour le coup, j'ai fait le calcul, et je crois que c'est 10 ou 17% du livre qui se passe en post-épisode 9. C'est-à-dire que tout le reste du livre se passe dans le passé, soit celui de Finn, soit celui de Jana. Et pour le peu qui se passe dans le présent, ça raconte rien du tout. On a un premier chapitre qui est incroyable de 30 pages qui se passe dans le présent, 30 pages en anglais, je sais pas combien ça fait en français, qui se passe dans le présent, où on a pas mal de petits éléments sur ce qui s'est passé tout de suite après la bataille d'Exegol, et ensuite tout le reste dans le présent ne raconte absolument rien. Ça se termine avec une petite révélation, twist final qu'on voit venir à des kilomètres parce que l'auteur n'a pas le temps, donc tu te doutes de la douille dès le début, en fait. Donc la fille de Lando. Mais non, justement. Ça, c'était dans le script original. Oui, mais justement parce que dans toute la partie présent, déjà, tu t'attends à voir ce truc-là, et tu t'attends à comme tu as beaucoup de scènes dans leur passé, tu t'attends à ce que la partie présent soit en lien avec le passé. Donc, par exemple, qu'ils recherchent leurs parents, qu'ils recherchent leurs origines, puisqu'on sait que tous les Stormtroopers ont été enlevés à leurs parents quand ils étaient enfants, bébés. Donc, qu'ils essayent de trouver d'où ils viennent. Tu t'attends à ça. Là, ça, ils auraient très bien pu le raconter sans causer de possibles incohérences avec ce qui pourrait être raconté après l'épisode 9 en film ou en série. Ça aurait pas été difficile de voir ces anciens Stormtroopers chercher leurs origines, que ce soit fille de Lando ou pas, on s'en fiche. Et on aurait pu les voir essayer de mettre fin à ce programme d'endoctrinement des enfants par le Premier Ordre, parce que c'est pas parce que le Premier Ordre, Palpatine, est mort sur Exegol que l'usine à Stormtrooper qui se trouve sur je sais pas quelle planète a été démantelée.
elle est sans doute encore là quelque part, cette usine d'endoctrinement. Donc pourquoi la mission dans le présent, c'est pas juste mettre fin à cette usine d'endoctrinement d'enfants kidnappés? Donc c'est vraiment dommage d'avoir une partie dans le présent qui raconte absolument rien, avec un twist à la fin qui est prévisible au possible, et que finalement 85% du bouquin se passe dans le passé. Donc pour ce qui est du passé de Finn, il n'y a rien à raconter parce que le passé de Finn on le connaît déjà par cœur, sauf sa petite enfance, d'où il vient, quelle était sa famille. Mais le livre a décidé de pas nous raconter ça. Le passé de Finn en tant Alors que ça aurait été intéressant pour le coup, surtout vu les thèmes qui sont censés être abordés dans le livre. Tout à fait. Mais comme le passé de Finn en tant que Stormtrooper, on le connaît, il y a déjà eu différents livres qui en parlent, ils ont décidé de nous montrer sa première mission alors qu'il n'était pas, entre guillemets, encore diplômé Stormtrooper. Donc il est ado, il y a un mec du Premier Ordre qui décide de l'envoyer en mission avec lui. Donc t'as Finn ado qui part en mission alors qu'il n'a même pas encore fini sa formation de Stormtrooper. Voilà, bon, ils ont évité l'incohérence, mais on a Finn qui part en mission. Il dit littéralement sa première mission et dans l'épisode 7, hein, je l'ai revu le mois dernier pour l'anniversaire. Oui, et c'est plus sa première mission. Et donc il nous reste la partie sur Jannah, et là, j'avoue, c'est la partie intéressante du livre. En même temps, vu les deux autres parties, c'était pas difficile. Et la partie sur Jannah va nous montrer comment elle s'est rebellée contre le Premier Ordre et comment elle a quitté le Premier Ordre, et on va voir sa défection. Et donc ça, ok, c'est un peu intéressant, mais je trouve que ça sort beaucoup trop tard. Ça aurait dû sortir quelques semaines, quelques mois après l'ascension de Skywalker. On aurait été plus autour emballé. C'était quoi le livre avec Luke et Lando là, qui était sorti je vois, pas trop longtemps après. Oui, il cherche Ochi. Il voit les parents de Rey. C'est le même auteur que celui qu'on a mentionné avant, Master of Evil. Que Master Evil, Christopher. Adam Christopher. Adam Christopher, oui. Celui-là, il l'avait sorti pas trop longtemps après. Ouais, Shadow of the Sith. Voilà. Je savais qu'il y avait Sith dedans, mais je me souvenais plus. Ils l'ont sorti 3 ans après le 9. Oh la vache! 2022. Ok, d'accord. Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps en vrai qu'il est sorti. Ouais. Tu vois, en vrai, c'était déjà... c'était encore assez proche, mais au final, c'était déjà assez loin après. Ouais. Donc voilà, c'est un livre très décevant sous plein d'aspects. C'est un livre pour lequel on attendait beaucoup de choses, qui finalement raconte absolument rien, sauf sur Jannah. Mais je trouve que ça arrive un peu tard. On a perdu l'intérêt un peu pour le personnage, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mm-hmm. Ça aurait pu raconter quelque chose de beaucoup plus intéressant sans forcément créer des futures incohérences avec ce que pourrait sortir en post-épisode 9. C'est triste parce que c'est des personnages qui sont cool à retrouver normalement. Je veux dire, Jannah, c'est vraiment probablement le personnage qui a le moins de choses, tu vois, dans le film lui-même. Je trouve que Zori, elle existe presque pas, mais Jannah, c'était celle qui aurait pu être la plus intéressante, et on la voit pas vraiment. Et c'est cool de l'explorer. Et puis Finn, c'est toujours cool d'avoir plus de Finn. Et c'est triste, c'est dommage. Surtout quand après t'as l'effort monumental de l'édition en français. Quelle tristesse. Ouais, et Finn, ils explorent pas non plus son lien avec la Force. Ça aussi, ça aurait pu être sympa de montrer dans le bouquin. Ouais, mais ça, tu vois, si je parle, if I speak, big trouble.
on a été pas très rapide, mais ça c'était le flop 5. C'était la faute à Marvel. On n'a pas été rapide. Et c'est vraiment... Ouais, on a passé une bonne demi-heure, je crois, sur Marvel. Et d'ailleurs, on va parler de Marvel directement dans le top 5. Ou, comment tu as appelé cette catégorie ? La force était avec eux. Et du coup, je te laisse avec une série que j'ai pas lue, mais qui m'intéresse beaucoup, donc je vais te laisser me la vendre. Ben, ça tombe bien parce que le premier tome est sorti en France la semaine dernière. C'est bien ce que je pensais. Je veux parler juste là. Ouais. Tu vois, on suit l'actualité. Je veux parler de Jedi Knight. Alors, j'ai un doute. Elle a été traduite en Chevalier Jedi ? Non, à mon avis, ils ont gardé le titre VO. Je crois qu'ils l'ont appelé Jedi Knight en français. Ouais. Je vérifie. Jedi Knight, Panini. Oui, Jedi Knight. Ils ont gardé le titre en anglais. Très étrange. Ok. Donc je veux parler de la série, de la maxi-série Jedi Knight. J'ai jamais compris pourquoi on appelle ça une maxi-série quand ça fait 10 ou 12 numéros. Parce que maintenant, les mini, ça fait 4. Ça doit être simplement. Ça. Donc la maxi-série Jedi Knight, donc c'est une série de 10 numéros. Et pourtant, j'ai beaucoup apprécié cette série alors qu'elle avait tout pour me déplaire. Moi, j'ai un problème avec les séries d'anthologie. C'est-à-dire, chaque numéro raconte une histoire différente. Du genre, Boba Fett, noir, blanc et rouge. Chaque numéro, une histoire différente. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que souvent, en 20 pages, t'as pas le temps de raconter quelque chose d'intéressant. Donc, les séries d'anthologie, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi non plus, je dois avouer. Ça peut être bien de temps en temps, mais c'est clairement pas ce que je cherche personnellement. L'autre point négatif, c'est qu'on a une série sur des personnages connus, des Jedi de la prélogie. Pas un fan de Windu, pas un fan des différents Jedi de la prélogie, mais on y reviendra, il y a quand même des personnages intéressants dans cette série. C'est une série seulement de 10 numéros, moi j'en ai marre des séries qui sont annulées au bout de 10 numéros, donc c'était encore un truc qui n'était pas vraiment fait pour me plaire. Et comme je l'ai déjà dit, des Jedi de la prélogie, moi je trouve que c'est des têtes de con, les Jedi de la prélogie, surtout maintenant qu'on a lu La Haute République, on se rend compte de tout ce qu'on a perdu. Donc cette série n'avait vraiment pas était vraiment pas bien parti pour me plaire. Et pourtant, ça a marché. Ça a marché pourquoi ? Parce qu'il y a quand même un fil rouge dans cette série d'anthologie. Chaque numéro raconte une histoire différente, mais il y a un petit élément qui est à suivre dans chaque numéro, notamment parce que dans pratiquement tous les numéros, on retrouve Qui-Gon Jinn. Donc Qui-Gon Jinn avant l'épisode 1. Et Qui-Gon Jinn, c'est quand même le Jedi qui se rend compte qu'à l'époque de la prélogie, l'ordre Jedi part en cacahuète. Et c'est le Jedi qui a la vision de ce que devrait être l'ordre Jedi. Et donc le voir dans chaque numéro, avec un partenaire différent, un partenaire Jedi différent, presque lui faire la morale sur sa vision de l'ordre Jedi, ça amène un petit quelque chose déjà dans la série. Et ça change du coup de l'attente, comme on disait, d'une série anthologique, parce qu'il y a quand même un fil rouge au final. C'est ça. Et surtout, ça change des séries qu'on a pu avoir à cette époque. Je pense surtout aux 2 sur Windu, où on a un Jedi de la prélogie qui fait du Jedi de la prélogie, c'est-à-dire il tape sur tout ce qui bouge, et dans le fond, il est pas très Jedi, quoi. Voilà. Ouais. Il est un peu le laquais de la République, il est un peu trop violent, il pense pas vraiment à la justice et à la veuve et l'orphelin. C'est un peu compliqué là d'avoir une série Jedi avec Qui-Gon Jinn qui est sensible à tous ces éléments-là. Ça part quand même sur de meilleures bases. Mm-hmm. Surtout que on va avoir des scènes du passé sur l'entraînement de Jedi de Qui-Gon Jinn avec son maître, alors j'ai un doute s'il l'était déjà ou pas, le comte Dooku. Et donc, on se rend bien compte de la différence de vision ou d'utilisation de ses pouvoirs qu'il y a entre lui et Dooku. Et ce qui est vraiment passionnant, c'est qu'on va avoir d'un côté un Dooku qui est très violent. Il y a des scènes où il est limite déjà du côté obscur et
et il n'hésite pas à trancher dans le vif. Ouais. Et donc on a cet adolescent qui est Qui-Gon, qui voit son maître agir comme ça, et on comprend bien qu'il y a deux chemins qui s'offrent à lui. Soit répéter les erreurs de son ancêtre, de son prédécesseur, de son père, ouais. Soit se diriger vers le chemin opposé et apprendre de ses erreurs. Et Qui-Gon Jinn va choisir ce chemin. Ce que ne fait pas, par exemple, Kylo Ren, qui va vouloir suivre le même chemin que son grand-père. Et donc c'est très intelligent comme manière de montrer les choses, et donc tout au long de cette série qui est plein de petites morales sur ce que devraient être les Jedi, à la fin on a une belle morale finale délivrée grâce à Qui-Gon Jinn, et ça donne tout d'un coup beaucoup plus d'intérêt pour la série dans son ensemble, qui sera donc disponible en 2 tomes en France. Premier tome déjà sorti et deuxième pareil tome ici. sans doute cette année. Voilà. Ouais, pour les gens qui lisent en anglais, c'est pareil. J'étais en train de regarder. Voilà. Et puis vous avez des épisodes au milieu qui sont complètement barrés. Il y en a un où ils affrontent des kaiju géants. Il y en a un où ils en mettent beaucoup dans les comics, des kaiju, j'ai l'impression. Ouais. Surtout avec les Jedi. Mais surtout qu'ils ont donné un nom à cette espèce. Et je te le donne dans le mille, ça s'appelle des Kaiju-Ra. Ah oui, voilà. Originalité, 0. Ils sont en mode, de toute façon, tout le monde verra que c'est des Kaiju. Voilà. Kaiju-Ra. Mais ça a l'air vraiment bien, tu me l'as bien vendu. Parfait. Ouais. Maintenant, je ne vois un dont j'ai absolument pas entendu parler jusqu'à ce que je le vois dans ton top. Et il s'agit, cette fois-ci, d'un manga. Exactement. Pour les weebs qui nous écoutent. Ouais. J'étais un peu obligé de mettre un manga là-dedans, et la série de mangas qu'on a, c'est sur la Haute République. Elle s'appelle Un équilibre fragile. Il y a 4 tomes, un préquel qui se passe pendant la phase 2 de la Haute République, et un spin-off. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le spin-off qui se passe entre les épisodes 3 et 4. Quelque part dans l'épisode 3, il y a Yoda qui était parti dans son coin faire un truc. Et on découvre c'est quoi le truc qu'il est parti Yoda faire pendant la Haute République tout le temps. Il est parti dans son coin faire un truc. Exactement, sauf que il est toujours parti dans son coin faire un truc, sauf qu'on voit jamais le truc. Ouais. Et là, pour une fois, on voit le truc. Et donc, ça y est, on a une œuvre de la Haute République où Yoda est le héros, et on voit enfin Yoda face aux cruels sans nom, les nameless. Oh yeah. Et donc on voit Yoda combattre des sans noms, et comment ces créatures qui inspirent la peur chez les Jedi vont inspirer la peur sur Yoda. Et donc ça, c'était quelque chose qu'on attendait beaucoup. Et ça y est, c'est fait. Il est la star d'un récit complet de la Haute République. Les dessins sont sublimes. Yoda est incroyable dedans. On est encore loin du Yoda de la prélogie, qui est un vieux con qui bouge plus et qui ne prend plus aucune décision. Voilà, là on a du Yoda à son top, à son pic, et c'était une totale réussite, ce spin-off. Surtout que l'avantage d'un spin-off, c'est qu'on peut le lire tout seul, on n'est pas obligé de lire la série principale. Il paraît qu'elle était pas si mauvaise, la série principale. Ah oui, non, elle est pas mauvaise, mais si on n'a pas envie de lire 4 tomes pour pouvoir lire celui-là, donc qui s'appelle Un équilibre fragile, prémonition, peut très bien se lire tout seul, il n'y a pas de problème. C'est qu'en anglais, c'est The Edge of Balance. Exactement. Premonition. Ouais. Pour les gens qui sont bilingues, just like me. Pour les expatriés. Mais ils seront pas tes préférés. Non, la place est prise. Et on reste encore une fois sur tout ce qui est visuel. Avec ton top 3, qui est un que j'ai lu. J'ai pas fini, mais j'en ai lu une partie. Et on reste dans la Haute République, d'ailleurs. Exactement. Là, je dois saluer quelque chose qui montre que Marvel ne fait pas.
puisqu'on a une deuxième maison d'édition qui fait des BD Star Wars. C'est la maison Dark Horse. Mhm. Tout ce qui est comics, on va dire un peu plus jeunesse, et je mets des gros guillemets sur jeunesse, est publié par Dark Horse. Et donc, dans La Haute République, on a une série adulte qui s'appelle La Haute République, publiée par Marvel, et on a une série jeunesse qui s'appelle Les Aventures de la Haute République, qui est publiée par Dark Horse. Donc c'est ça que je veux parler aujourd'hui, puisque pour la phase 3, Dark Horse, on a l'impression qu'ils ont donné carte blanche à Daniel José Holder pour raconter son histoire des aventures de la Haute République. Et donc là où d'habitude on avait une douzaine, une quinzaine de numéros pendant la Haute République, Daniel José Holder nous a fait une série de 20 numéros pour raconter une grande histoire pendant la phase 3 de la Haute République. En plus de ça, Mhm. il a eu le Il y a droit des- de plus. faire des numéros spéciaux. Donc sans trop spoiler, il y a un mariage qui a lieu pendant la Haute République. Mhm. Et il a fait un Ouais, numéro je sais. voilà, il a fait un numéro spécial sur le mariage. Il y a une grande bataille qui a lieu, il a fait un numéro spécial en plus de la bataille qu'on voit dans la série classique. Donc on a la bataille en plus elle est très longue, hein, c'est les 7 derniers numéros je crois, sur 20. Et en plus de ça, il y a un numéro spécial pendant la bataille. Il a fait, avec l'aide d'Alyssa Wong, il a fait un annual. Donc c'est un numéro spécial qui sort tous les ans en général, qui raconte des petites histoires en plus. Donc ça rajoute encore un numéro. Et puis enfin, il y a une mini-série un peu spin-off qui s'appelle Message de la zone d'occlusion en français. En VO, c'est peut-être Dispatch from the Occlusion Zone. Et absolument. Voilà. Et donc si on additionne tout ça, eh ben, il nous a raconté une maxi-histoire dans 27 numéros. Donc d'un côté, on a Marvel qui C'est nous a fou. fait 10, What a concept. voilà, on a Marvel qui nous a fait 10 plus 5, et de l'autre côté, on a Dark Horse qui nous a fait 27 numéros. Et la série, elle est épique. C'est incroyable. Elle est cool, les personnages sont cool. C'est ça. Ce qui Et se en fait, passe on a dedans, c'est une cool. histoire. On a une histoire dans l'histoire de la Haute République avec tous ces numéros spéciaux, ces mini-séries, spin-off, etc. Donc c'est vraiment, c'est une leçon donnée à Marvel. Bon, je pense que les chiffres de vente C'est pas la sont seule maison d'édition qui le fait. Hein. ouais, les chiffres de vente sont sans doute pas les mêmes, mais Dark Horse a quand même accepté de jouer le jeu et de laisser à Daniel José Holder de développer son histoire sur autant de numéros. Donc ça nous change Ça, de c'est Marvel fou, ça. qui rush ses intrigues, qui oblige les scénaristes à clôturer le plus vite possible. Là, vraiment, Dark Horse semble avoir donné toute l'attitude aux auteurs pour raconter leurs histoires. Et c'est presque comme si c'était les artistes qui faisaient le succès des œuvres et pas les maisons d'édition. Oui. oui. C'est fou, ça. Ouais. Putain, je me demande si ça pourrait pas être une leçon de vie générale. Et ce que je trouve encore plus beau, c'est que quand on y réfléchit, c'est pas si surprenant que ça, puisque pendant 20 ans, avant que Disney rachète la saga, c'est Dark Horse qui avait les droits de la licence. Des années 90 à 2014, les BD Star Wars, adultes, jeunesse, peu importe, étaient publiés par Dark Horse. Et on a eu moult séries incroyables à cette époque. Et surtout, on a eu moult séries longues. Star Wars Legacy, c'était 50 numéros. Chevalier de l'Ancienne République, 50 numéros. République, Empire, tout ça, c'était des dizaines de numéros. On n'avait pas peur de faire des séries longues à cette époque-là. Donc, si j'ai qu'une seule chose à dire, c'est que Dark Horse renoue avec la saga avec brio, et je leur souhaite de continuer comme ça. Avec encore plus de diversité dans le type de propositions qu'ils ont, pas que le jeunesse, ce serait bien d'avoir un peu de tout. Oui. Après, je précise, je mets des guillemets sur le jeunesse parce que cette série-là, ouais, Aventure de la Haute République, il y a quand même des choses assez sombres qui s'y passent, des choses assez tragiques. Il y a des thèmes traités sur le deuil qui sont assez lourds, et donc le côté jeunesse, d'accord, mais
en tant qu'adulte. Parce que c'est on des y jeunes. C'est Oui, des voilà. jeunes, les Non, mais tout personnages. simplement, les héros sont jeunes. C'est comme les romans jeunes adultes. Hein. C'est parce que les héros, c'est des adolescents, on appelle ça un roman jeune adulte. Bon, j'ai toujours eu du mal avec ces classifications. Je Oui, préférerais c'est toujours. appeler un livre livre d'aventure, livre de science-fiction, romance, ça d'accord. Jeune adulte, voilà. Juste parce qu'il y a un livre sur 2 ados qui tombent amoureux, bah voilà, c'est un livre jeune adulte. Qu'il soit écrit avec le style de Shakespeare ou avec un style de CE1, ça restera un livre jeune adulte. Il y a des CE1 qui écrivent très bien, je Ouais. suis sûr. Ouais. Non, mais à une époque, je suis sûr que Roméo et Juliette, c'était de la littérature jeune adulte. Hein. Je pense que ça l'est toujours. Oui, techniquement. C'est 2 ados qui tombent amoureux, jeune adulte. Ensuite, un livre en top 2 dont on a déjà parlé. Donc, c'est bien, c'était notre tout premier numéro, il me semble, de... Non, on l'avait enregistré avant de lancer l'émission. Oh, c'était spécial pour... Oh, il est tellement spécial, le livre, qu'on avait fait un épisode dessus. En plus, c'est un livre qui est important pour notre époque, tout comme la série qui est sortie l'année dernière. Il s'agit de The Mask of Fear, le masque de la peur. Exactement, donc livre qui est sorti en début de l'année 2025 en anglais, qui est sorti l'été en français. Livre politique, ceux qui me suivent sur les réseaux savent à quel point j'apprécie les œuvres politiques. Donc c'est un livre presque d'actualité. C'est un livre d'actualité lié à la série Andor, qui est sorti la même année, mais aussi qui résonne fortement avec l'actualité de l'année 2025 dans notre monde et qui résonnera sans doute avec l'actualité de l'année 2026, vu comment cette dernière Malheureusement. a commencé, Aïe, 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 aïe. comme tu dis. À mes yeux, c'était le meilleur roman de l'année 2025, mais je l'ai pas mis en top 1 pour des raisons. Parce que c'est un seul roman. Voilà. Pour des raisons qu'on va développer juste après. C'était le livre le plus quali. Voilà. On sent que l'auteur Alexander Freed a fait ses devoirs, que ce soit ses devoirs avec Andor, ses devoirs avec l'actualité politique de notre monde, ou ses devoirs avec le brillantissime livre Rise and Fall of the Galactic Empire, dont on a déjà parlé ensemble. Le livre de Beaumont Kin. Exactement. Un livre qui devrait être le livre de chevet de tout le monde. J'arrêterai jamais de militer pour ce livre qui n'est pas un roman, qui n'est pas un guide non plus, qui est à mi-chemin entre les deux. C'est un livre d'histoire in universe, basiquement. C'est ça. C'est un livre d'histoire. Ouais. C'est un manuel scolaire in universe Star Wars. Mais cool. Incroyable. Incroyable. Donc voilà. Donc, en plus, Alexander Freed, c'est quelqu'un qui avait déjà prouvé Star Wars qui maîtrisait, parce que on avait eu la trilogie Alphabet Squadron de sa part. Tout à fait. Donc c'est pas rien du tout. Et le premier roman Battlefront. Oui. Et même avant ça, je ne savais pas, mais Alexander Freed avait écrit des romans avant le rachat par Disney. Donc il avait écrit du Legends. Mais voilà, j'ai l'impression que il se bonifie avec l'âge. Plus ça va, mieux c'est. Oui, je suis d'accord, dans le sens où son... Je vais y arriver. Son roman Battlefront, j'ai quelques problèmes avec, notamment dans le sens où je trouve qu'il raconte pas grand-chose. Trilogie Alphabet, oui, là il y avait eu un gap qui était assez intéressant, assez important, et on était sur quelque chose d'un peu plus quali. Et là avec Mask of Fear, on est enfin arrivé sur une œuvre vraiment à son paroxysme.
au paroxysme d'Alexander Freed. Pour te répondre, en Legend, il avait fait que des comics. Il n'avait pas fait de romans. Oui. Il a dû faire une nouvelle ou deux à droite à gauche, mais il avait pas fait de romans. En fait, je vois qu'il a écrit plein de trucs. Il a écrit du TTRPG, Star Wars. Il a écrit chez BioWare, Star Wars The Old Republic. Oui. Oui, il faisait le webcomic qui a ensuite été publié en BD, mais ouais. Oui, aussi ça. Il avait fait le webcomic qui accompagnait la sortie du MMORPG. Ouais. Bref. Mais il faut lire The Mask of Fear, qui fait partie du coup d'une trilogie. C'est ça, c'est Reign of the Empire. C'est ça, c'est censé être une trilogie. Il écrira pas les 3 tomes, il écrit juste le premier. Et le but, c'est d'explorer donc l'ascension de l'Empire dans ce premier tome. Dans le deuxième, on verra l'Empire bien installé. Dans le dernier, on devrait être à peu près au moment de l'épisode 4 ou de Rogue One. Donc on approchera de la chute de l'Empire. Et donc le but, c'est de suivre un peu en fil rouge Mom Mothma, Bail Organa et Saw Gerrera, qui ont tous les 3 une vision assez différente sur la manière de traiter l'Empire. On a Mom Mothma qui va essayer de faire passer des lois pour contrer les pouvoirs de Palpatine. On a Bail Organa qui commence déjà à avoir compris que c'est fichu et qu'il vaut mieux essayer de monter déjà une rébellion. Et on a Saw Gerrera qui passe en mode full terroriste contre l'Empire. Donc on a ces 3 visions différentes qui s'entrechoquent les unes les autres dans ce premier livre. Et ils vont tous tomber de haut. Ils vont tous devoir gérer la nouvelle réalité qui est l'Empire de Palpatine. Et ça nous donne un livre très fort, très tragique, et avec un travail très abouti d'Alexander Freed. On a passé un peu plus de temps, mais on en avait parlé. On a sorti une longue review l'année dernière. Ouais. Et maintenant, il est temps pour un dont on voulait faire une review, mais c'était une longue année. Il y avait plein de trucs qui se sont passés. On trouvera une occasion d'en parler. Mais en top 1, et je pense que c'est un top 1 partagé, probablement pour beaucoup de monde, c'était la fin, entre guillemets, de la Haute République. Trials of the Jedi, les épreuves des Jedi, en français, écrit par Charles Soule. Oh, encore lui. Oui, il est parti. Celui qui avait commencé la Haute République en roman, l'a terminé. Je t'en prie. Et en plus, il arrive en France une date très particulière, le 30 avril. Mon anniversaire. Voilà. Donc les épreuves des Jedi, c'est pas le livre que j'ai préféré cette année. J'ai préféré Mask of Fear, le masque de la peur. Mais c'est un livre qui a un bagage. Exactement, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Ouais, la Haute République, ça a fait partie de ma vie, de notre vie de lecteur pendant 4 ans. Faut se rappeler ce qu'était un peu la littérature Star Wars depuis le rachat par Disney avant la Haute République. On avait des livres un peu sans ambition dont la mission était d'accompagner les œuvres. Il y avait un nouveau film qui sortait, bim, on faisait 2-3 livres en lien avec le film. Il y avait une nouvelle série qui sortait, bim, on faisait 2-3 BD en lien avec la série. Il y avait un jeu vidéo qui sortait, bim, on vous faisait 2-3 œuvres en lien. Pour le reste, on avait uniquement des titres dont les héros étaient des personnages des films. Des nouveaux héros, il y en a eu une, c'était Afra. Je comprendrai jamais comment ça a marché, ce truc-là. J'en suis très content, heureusement. Mais quand on voit ce que fait Marvel aujourd'hui, c'est un miracle qu'un personnage original ait eu droit à 2 séries, 3 avec la mini-série là, qui est sortie en 2025. C'est un miracle. Donc la littérature Star Wars avant la Haute République, c'était ça. C'était des œuvres d'accompagnement. On a eu la Haute République. C'était un renouveau littéraire nécessaire, qui a pu avoir ses hauts et ses bas. La Haute République, c'était pas parfait tout du long. Mais Non, ça a évidemment. révolutionné la littérature Star Wars.
à une époque où elle en avait vraiment besoin. Et donc c'est pour toutes ces raisons que, à mes yeux, les épreuves de Jedi étaient ma meilleure lecture de cette année. C'est une page qui se tourne, euh, et, euh, et c'était la page dont Star Wars avait besoin. Maintenant, on espère une nouvelle saga d'ampleur type de la Nouvelle République verra le jour dans les années à venir pour battre le fer tant qu'il est chaud. Et c'était c'est ça, c'est ce roman spécifiquement, il représente la fin de ce renouveau. Et personnellement, je trouve que c'est une fin qui concluait de la meilleure façon possible, je pense, toute cette initiative. Et c'est rare que oui, on a eu comme rien n'est parfait, mais c'était tellement bien, tellement solide, tellement frais. Oui, ce que j'ai, il y avait pas mal de petits éléments quand tu lis, quand tu suis l'actu de la Haute République, qui répondent à beaucoup de questions que tu pouvais avoir. Si j'avais un reproche à faire au livre, c'est que je l'avais trouvé presque trop facile. Mais quand on sait tout ce que les héros ont dû endurer avant, je comprends que Charles Soule ait voulu un peu leur donner l'occasion de se reposer avec une intrigue plus facile, presque linéaire. L'intrigue des épreuves du Jedi est très linéaire, ça m'a surpris. Oui. Mais voilà, tu t'attends à un truc où il y a des intrigues dans tous les sens et tout, et c'est très focused. C'est ça, c'est ça. Quand tu démarres le livre, dans ta tête, tu fais la liste de tout ce qu'il faut clôturer, et tu te dis, mais comment il va y arriver, d'autant plus que le livre est pas épais. Et, just did. et en fait, bah ouais, ça se fait tout naturellement, c'est très fluide. C'est pas alambiqué, c'est juste ça s'enchaîne. C'est là où c'est vraiment bien, parce que tu dis tu l'avais trouvé un peu facile, mais et justement c'est tout sauf facile de faire. C'est bien possible, oui. De donner cette impression que c'était facile. Je trouve. Non, je pense que tu as parfaitement raison. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que quand la Haute République s'appelait pas encore la Haute République, quand on nous avait teasé le projet, ça s'appelait le projet Luminous. Voilà. En lien avec la petite phrase de Yoda. De Yoda. La meilleure quote de tout Star Wars. Oui. Qui dit nous sommes des êtres lumineux, pas cette matière brute. Donc lumineux, luminous en anglais. Oui. Et bon, c'était très bien d'avoir appelé ça projet Luminous, mais bon, ça s'appelle projet Luminous ou projet Pomme de Terre, ça n'avait pas de lien avec la Haute République. Et bah, le terme Luminous, Luminous, nous sommes des êtres lumineux, pas cette matière brute, prend tout son sens dans ce dernier tome. C'était presque qu'ils avaient attendu le dernier tome pour enfin donner du sens au titre projet lumineux. Et c'est presque comme si le projet avait été fait en réfléchissant. C'est fou. Oui, quand on se dit que une demi-douzaine d'auteurs à l'époque avaient réussi à réfléchir à un projet sur 4 ans, une trentaine de romans, une dizaine, une vingtaine de BD, des mangas, des livres audio, etc. Ils avaient réussi à planifier un peu les grands axes de tout ça, et que des scénaristes n'ont pas été capables de le faire pour seulement 3 films. Qui ont coûté beaucoup plus d'argent et tout. En plus, beaucoup plus d'argent. Et je vais rester sur le projet la Haute République. Oui, je vais rester sur le projet lumineux en disant que ça met en lumière quelques dérives qu'il y a pu y avoir sur la dernière trilogie. C'est très intéressant parce que c'est fou, hein. J'ai encore un peu ça, mais il y a ce truc qui fait un peu peur en fait, de est-ce que les personnages seront traités avec
le respect entre guillemets, parce que bon, après ça parle, les gens sont ils ont pas respecté Amiral Akbar parce qu'il meurt en arrière-plan. On s'en bat les couilles, c'est pas de ça que je parle. Je parle des personnages principaux dont c'est l'histoire. Est-ce que ils vont se faire phagocyter leur histoire, justement, leur développement par des éléments externes juste pour la nostalgie? Et c'est jamais arrivé. Il y a Yoda, il y a d'autres personnages qui sont qu'on connaît, mais c'était des livres qui étaient sur ces personnages-là. Et tu sais quoi? Ils leur ont donné des conclusions qui étaient, pour la plupart, non seulement satisfaisantes, mais pour d'autres même qui sont assez ouvertes pour que on se dise on peut raconter d'autres histoires avec ces personnages-là, et on le fera, et avec plaisir. On les lira. Je pense notamment au jeune cast qui, je trouve, a vraiment la part belle dans ce roman-là, et c'est d'autant plus triste quand on sait où se dirige l'ordre Jedi, d'avoir des jeunes dans ce cast de personnages qui sont toujours d'excellents Jedi, et surtout d'excellentes personnes. On pourrait en parler beaucoup, mais et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi que peu importe à quel point le masque de la peur peut être bien, les épreuves des Jedi, ça représente énormément plus de choses par rapport à Star Wars en tant que brand, et surtout de son côté publishing. Parce que je parle du fait qu'on pourra raconter plus d'histoires avec ces personnages-là, mais la porte qui a été ouverte avec cette initiative, c'est le fait que ils pourront refaire des initiatives comme ça à d'autres périodes de Star Wars, de manière racontée différemment que celle-là l'a été, mais c'est une possibilité maintenant, et ça c'est... Star Wars, c'est tellement gigantesque, c'est fou qu'on n'ait pas cette sensation-là pour tous les formats. Il faut qu'ils rouvrent la porte comme ça, et qu'ils laissent et qu'ils fassent confiance aux créatifs aussi, parce que, guess what? Ils retombent sur leurs pattes. Ouais. Oui, ils devraient essayer, peut-être pour se mettre un peu moins de barrières que la Haute République, essayer de donner à Marvel d'un côté et aux romans de l'autre, faire une saga de romans peut-être de 9 romans, et Marvel leur donner une série de 50 numéros, mais sans Luke, sans Leia, sans Han, sans Vador. Mais ouais, absolument. Voilà. Il nous faut du neuf. La Haute République, c'était souvent compliqué de jongler parce que ça aurait été que des romans et des comics. Ça aurait peut-être été plus facile, mais là, on parle de romans, de comics, de romans jeunesse, de comics jeunesse, de livres audio, de manga. Des fois, c'est compliqué. Il y a des petites incohérences qui peuvent se glisser à droite à gauche. Oui. Mais la Haute République a montré que ça peut fonctionner. Et donc, on peut donner à Marvel l'occasion de faire une série de 50, 75 numéros qui n'a rien à voir avec les films. On peut donner l'occasion aux romans de faire une saga de romans de 9 romans, 6 romans, même une trilogie, qui n'a rien à voir avec les films. Ça peut marcher. C'est faisable. Et si c'est bien fait, les gens viendront. Ça, c'est très très bien vendu. Et ça, c'est aussi cool. Ça, c'est très très bien vendu. Là. Quand on voit la vitesse avec laquelle Pocket veut les sortir, c'est bien la preuve que ça se vend. Ouais. Bref, quelle bonne conclusion. Voilà. On a passé longtemps sur ce que t'avais pas aimé, mais c'est bien. On a bien fait de finir sur les trucs cool. Surtout qu'aujourd'hui, 2026, ça fait quoi? Ça doit faire 15 ans que j'écris des critiques sur Star Wars. Les critiques des mauvais livres sont toujours plus faciles à écrire que les critiques des bons livres. Donc, passer plus de temps sur les flops. Quand tu râles, t'as toujours des arguments, t'as de quoi dire. Quand quelque chose te plaît, c'est toujours plus difficile. C'est juste trop bien. Voilà, juste trop bien. Voilà, j'ai bien aimé, ça résonne en moi, point. Les épreuves du Jedi,
j'ai c'est une des critiques que j'ai faites quand le livre est sorti, où j'ai pris le temps d'y réfléchir parce que je voulais faire quelque chose à la hauteur du livre. Donc oui, passer beaucoup de temps sur les flops parce que c'est facile. C'est toujours facile de critiquer. C'est une leçon assez évidente quand on allume la télé de nos jours. C'est toujours facile de critiquer, alors que donner des arguments pour quelque chose, c'est toujours plus difficile. Et donc, les épreuves des Jedi, j'ai essayé de faire cet exercice, de prendre mon temps pour sortir quelque chose à la hauteur du bouquin. Et donc, ça me fait plaisir de pouvoir en reparler. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler plus longuement dans un épisode dédié. Et c'était important, voilà, de passer du temps dessus et de rappeler tout ce que la Haute République nous a offert à une époque où la littérature Star Wars était en train de péricliter. Ouais, on avait juste besoin en général. Du coup, oui, je vous invite à aller lire sa longue critique sur ce livre-là et toutes les autres qui étaient des œuvres dont on a parlé aujourd'hui. Et il va me donner, bien sûr, gentiment tous les liens à la suite, comme ça je les mettrai dans la description. Je te donnerai le lien je te donnerai juste le lien des tops et des flops, parce que dans le lien des tops et des flops, il y a les liens de toutes les autres critiques. Exactement. Voilà, je peux te laisser conclure maintenant. C'était ton émission. Alors vas-y. Je vais essayer de conclure. Donc avec la fin de la Haute République en 2025, je dois avouer que oui, bon, 2026, 2027, on arrive peut-être sur des années un peu plus incertaines en termes de littérature Star Wars. Heureusement, on sait qu'on aura la suite du Masque de la Peur, ça c'est acté. On sait aussi que pour les romans, ils aimeraient avoir une direction de roman un peu par genre. Et ils ont prévu d'inaugurer cette nouvelle direction de roman avec un premier roman labellisé. Romance, voilà. Pas labellisé jeune adulte, même si, comme c'est une romance, c'est jeune adulte. Pas labellisé adulte, labellisé romance. L'aspect derrière est purement marketing, hein, parce que le but, je suis allé aux États-Unis là en 2025. J'ai vu un peu comment sont les librairies là-bas, et c'est pas du tout comme celles qui sont chez nous. Vraiment, il y a pas de livres là-bas. De quoi? J'ai dit, il n'y a pas de livres dedans. Il y a des livres. Mais il y a un rayon jeune adulte. Voilà. Il y a un rayon romance. Il y a un rayon polar comme chez nous. Il y a un rayon science-fiction, fantasy. Ça aussi, on trouve à peu près chez nous. Mais il y a vraiment des rayons pour toutes les catégories. Horreur, il y a un rayon horreur. Et donc, ils espèrent comme ça que le roman Star Wars, qui s'est toujours retrouvé dans l'étagère science-fiction ou jeune adulte depuis peu, arrive sur d'autres étagères. Et donc comme ça, quelqu'un qui est jamais allé voir le rayonnage Star Wars, il regarde juste le rayonnage horreur ou le rayonnage romance, il va voir, tiens, un roman Star Wars dans mon rayonnage préféré où je vais voir les sorties toutes les semaines. Je vais peut-être essayer. Assez malin en vrai. Oui, bien sûr que c'est malin. Bien sûr que c'est malin. Le but, c'est d'aller taper les rayonnages d'à côté, quoi. Ouais, bonne idée. Ouais. Chez nous, ça marchera pas du tout parce que les romans Star Wars sont toujours au même endroit, qu'ils soient jeune adulte, horreur, voilà. C'est un peu le rayon pocket Star Wars, il est à un endroit fixe. Mais aux États-Unis, même ici en Angleterre, Star Wars a son propre rayon, par exemple. Aux États-Unis, j'étais surpris parce que c'est même pas dans SF. Je cherchais certains des titres que j'ai pas dans un format qui me plaît. Je voulais les racheter dans un autre format. Et quand je voulais regarder un livre, chercher un livre Star Wars jeune adulte, je devais aller dans le rayon jeune adulte. Si je restais dans le rayon SF, j'avais que les romans adultes Star Wars. Ah ouais, c'est vraiment voilà. Différent, on va dire. C'est différent. Je vais pas juger, c'est différent.
Donc, on sait qu'on a ça qui arrive là, voilà, 2026, 2027, essayer de sortir des œuvres thématiques. Donc, on sait qu'il y aura encore plein de belles choses Évidemment. en littérature Star Wars. Côté comics, c'est un peu plus incertain. Là, il n'y a pas vraiment d'annonces majeures qui ont été faites. Surtout. Donc, Voilà. pour ce côté-là, c'est un peu plus incertain. On doute pas qu'il y aura du moins bon. Il y a des chances qu'il soit côté comics le moins bon. Mais voilà, on aura toujours de quoi se mettre sous la dent, même si 2026 sera sans doute voilà une année un peu de vache maigre. Il y aura moins de choses à lire, c'est pas grave. Laissons-les nous repréparer quelque chose d'ampleur comme la Haute République, et on sera au rendez-vous quand ça sort. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Archiviste Jedi avec les tops et les flops de l'année 2025. On se donne rendez-vous toute l'année sur Star Wars Universe et Faucon Millennial pour décrypter la littérature Star Wars. Ouais, on aura beaucoup à dire à un moment cette année, ouais. Gros bisous. Bisous. Suivez Faucon Millennial sur Blue Sky et Patreon, et rejoignez notre Discord pour encore plus de discussions sur Star Wars et bien plus encore. Tous les liens sont dans la description. Bisous.